You never feel happy. Never feel happy. No, you won't. Until you try. You never feel happy. Vivre avec le VIH, c'est maintenant l'émission d'une heure chaque semaine pour parler des questions qui comptent dans la vie des séropositifs et de ceux qui les aiment, mais aussi pour parler de santé sexuelle et de prévention. Au micro, c'est toujours Cristina Rosati, même si j'ai une voix un peu basse ce matin, je suis désolée. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les résultats d'une enquête qui a vu la participation de plusieurs associations sur le vieillissement des personnes qui vivent avec le VIH, avec le but d'améliorer leur prise en charge et leur accompagnement. Et comme d'habitude, pour réagir à tout ce que vous entendez, vous pouvez nous contacter par téléphone au 01 40 40 90 25 ou bien vous pouvez laisser un commentaire sur notre site comitédesfamilles.net ou bien passer par notre compte X VIH Radio ou notre page Facebook Comité des familles. Mais surtout pas, n'oubliez pas, si vous n'avez pas le temps d'écouter toute cette émission, vous pouvez la récupérer en podcast sur notre site, mais aussi sur Apple Podcast, Spotify et Audioblog. Until you try. Everybody needs this. Everybody needs this. Happy thing. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir en plateau Manon Molins, responsable de la plateforme collaborative Moi Passion. Bonjour Manon. Bonjour. Bienvenue. Thibaut Vigne, directeur général de l'association des Petits Bonheurs. Bonjour. Bonjour Christina. Et bonjour à Julia Roy des SIDAction. Bienvenue. Bonjour. Je suis très contente de vous avoir tous les trois en plateau pour parler d'un sujet dont nos auditeurs ils ont déjà entendu plusieurs fois, notamment Manon est venue plusieurs fois à l'émission. On se disait deux fois, on ne se rappelle même pas. Et Manon, je commence par toi. Déjà, on va commencer à présenter vos structures respectives. La plateforme collaborative Moi Passion, est-ce que tu peux nous la présenter ? Oui, alors très rapidement, donc moi je m'occupe de la plateforme Moi Patient, donc c'est une plateforme de recherche participative par et pour les patients, qui donc a été fondée par une association de patients qui s'appelle Rénalou, qui est une association qui défend les patients qui sont en insuffisance rénale chronique, personnes dialysées, personnes greffées, et qui a remporté un appel à projet avec un financement public pour développer une plateforme multipathologie permettant de réaliser des études portées par des associations pour outiller en chiffres à travers le recueil de l'expérience patient, leurs actions de plaidoyer, leurs actions de terrain. Et voilà, derrière cette idée-là, il y a l'idée d'une recherche vraiment participative par et pour les personnes concernées. Et une de ces recherches, justement, c'est celle dont on parlera aujourd'hui. Merci beaucoup. Et Thibaut, les Petits Bonheurs, aussi, nos auditeurs connaissent bien cette association, mais je te laisse un peu nous en dire plus. Oui, les Petits Bonheurs, c'est une association amie du Comité des familles. On a l'habitude de travailler ensemble. Les Petits Bonheurs, c'est une association qui a 15 ans, qui est née en 2008. Voilà, pour se dire que oui, c'est vrai, la situation des personnes séropositives s'était améliorée. Il y avait l'arrivée évidemment des traitements, une meilleure prise en charge sociale et néanmoins, voilà, on avait réuni les conditions nécessaires pour permettre aux gens de survivre. Et puis on s'est dit, mais tiens, survivre c'est bien, mais vivre c'est mieux. Et voilà, les Petits Bonheurs se sont créés avec un nom assez fort en fait, qui est vraiment le mantra du projet, c'est redonner des envies à la vie pour les personnes qui vivent avec le VIH ou qui sont malades du sida, puisque nous, au Petits Bonheurs, on accompagne effectivement les personnes parmi les plus vulnérables en fait, voilà, qui vivent avec le VIH, des personnes qui sont très fragiles physiquement, qui sont très fragiles psychiquement aussi, fragiles aussi administrativement, et surtout c'est le facteur numéro 1 et c'est ce qui fait que des professionnels de santé orientent les personnes vers l'association, c'est l'isolement social. On peut même souvent parler de situations de mort sociale et on sait voilà, à quel point cette situation de mort sociale peut entraîner
voilà, une rupture dans le parcours de soins, le fait de baisser les bras, de plus croire en l'avenir. Voilà, et notre travail quotidien, c'est bien ça, c'est de permettre aux gens de s'accrocher et de retrouver du plaisir et de l'allant au quotidien. Voilà, donc nous on met en vie des petits bonheurs individuels, des petits bonheurs collectifs. On essaye de mettre un peu des paillettes dans la vie des gens, tout en s'assurant effectivement voilà, qu'ils puissent rester dans un parcours de soins, de vie qui soit convenable, acceptable et digne. Merci beaucoup Thibault. Cette image des paillettes dans la vie, j'ai adoré. Merci beaucoup et merci au Petit Bonheur d'exister parce qu'ils font vraiment un travail formidable. Julia, SIDAction, on a parlé beaucoup à l'antenne parce que ça vient de passer le SIDAction. Et ici, à Vivre avec les VIH, nos auditeurs connaissent le SIDAction aussi par le biais de notre spécial SIDAction Prison. C'est une émission spéciale que nous dédions tous les ans, la période du SIDAction, aux oubliés des oubliés, les personnes qui vivent en milieu pénitentiaire. Julia, je te laisse un peu nous en dire plus de SIDAction. Oui, je vais revenir rapidement sur SIDAction. C'est vrai qu'on est une association de lutte contre le VIH et on fête nos 30 ans cette année. Donc on vient de passer en effet la semaine SIDAction Média où on a fêté cet anniversaire des 30 ans. En fait, SIDAction collecte des fonds justement avec cette semaine, par exemple, pour financer des projets d'associations en France et à l'international, pour le soutien aux personnes vivant avec le VIH et également pour de la prévention. Et on apporte également un appui technique à ces associations selon leurs besoins. Et bien sûr, on finance aussi des projets de recherche également en France, mais également à l'international. Et la thématique du vieillir avec le VIH est une thématique importante pour SIDAction. Et donc, on est ravis d'avoir fait partie de cette étude et d'être là pour en parler. Exactement. Du coup, SIDAction et les Petits Bonheurs sont deux des 14, je crois, associations qui ont participé à cette enquête. Manon, est-ce que tu peux déjà nous refaire une petite historique et nous dire comment on est arrivé là? Oui. Alors, de manière un petit peu, si on revient à 2022, ça commence à faire un moment maintenant. En fait, Moi Patient avait rencontré à l'époque des personnes du laboratoire Vive pour leur présenter la plateforme plus généralement, voilà. Et on leur avait présenté une étude qu'on venait de finir avec l'Association française des hémophiles, l'AFH, sur bien vieillir avec une maladie hémorragique rare, ce qui a fait quand même pas mal écho à la question du VIH. Voilà, ils se sont dit, là, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, on a designé un projet d'étude interassociatif, donc par et pour les personnes concernées, avec l'idée d'avoir ces personnes représentées par des associations membres d'un groupe de travail sur la thématique de vieillir avec le VIH, et donc soutenu par Vive. Donc on a constitué un groupe de travail constitué donc de 14 associations. Donc il y a les Actupiennes, Action de Traitement, Aide, Daticénie, Envie, il y a Grey Pride également, la Maison de Vie, Carpentras, le Comité des familles, bien sûr, les Petits Bonheurs, Marie-Madeleine, le Réseau Santé Marseille Sud, SIDAction et Tempo. On a également eu 3 professionnels de santé qui nous ont rejoints dans ce groupe de travail, qui sont le docteur Alavena, qui est infectiologue, et également Maxime Etienne, qui est également infectiologue, et une gériatre, Marine Guillis, qui nous ont rejoints. Et ce groupe, en fait, a été appuyé par Moi Patient, la plateforme, par 2 autres acteurs également, un qui s'appelle Semka, qui nous ont aidés sur toute la partie méthodologie, être sûr que le questionnaire va être exploitable, qui ont fait toutes les statistiques, etc. Et une autre organisation qui s'appelle Next Step, qui nous accompagne plus sur le côté séminaire, organisation d'événements publics, etc. Et ce groupe a travaillé pendant des mois. On s'est réunis pour la première fois en septembre 2022 pour échanger sur quels pourraient être les objectifs de l'étude. Faut savoir que aujourd'hui, il y a quand même 175 000 personnes qui vivent avec le VIH et qu'il y a la moitié d'entre eux qui ont plus de 50 ans. Et on a quand même des associations qui travaillent sur le sujet depuis un moment, que ce soit des associations qui font du travail de terrain, bien sûr, mais également qui font des études. Donc, il y avait la Maison de Vie de Carpentras qui avait déjà réalisé des études sur la question de vieillir avec le VIH, également les Actupiennes qui sortaient d'un cycle d'une étude qualitative autour du sujet. Il y a le groupe Bien Vieillir, bien sûr, côté SIDAction. Voilà, donc l'idée, c'était un petit peu de capitaliser sur tout ça et avec cette étude, d'essayer de réaliser du quantitatif autour des besoins et des attentes des PVVIH de plus de 50 ans, mais également des professionnels qui les accompagnent, avec quelques questions en miroir, avec un questionnaire professionnel, pour améliorer l'accompagnement, la prise en charge dans le système de santé des personnes concernées.
Et je continue un tout petit peu. Donc, on a travaillé entre septembre 2022 et février 2023 sur une version 1 du questionnaire. Et on a tenu un grand séminaire le 2 février 2023, complètement ouvert comme séminaire, où on s'est dit on va soumettre en fait cette version 1 du questionnaire à un groupe plus grand, des personnes concernées et une communauté plus large en fait pour vraiment le mettre à l'épreuve. On a été un petit peu dépassé par le nombre de personnes qui nous ont rejoints lors de ce séminaire, mais bon, c'est une bonne chose. On s'est retrouvé avec 80 personnes, donc qui se sont réparties en 4 ateliers d'une vingtaine de personnes. Pour reprendre, chaque atelier a repris une partie du questionnaire, ce qui nous a fait énormément de retours. Et donc, on pensait pouvoir lancer assez vite après le 2 février, mais pas du tout. Il a fallu quand même retravailler encore sur ces questions. Voilà, on a pu atterrir avec le groupe de travail composé des 14 associations à une version finale du questionnaire, ce qui nous a permis de développer voilà, tous les aspects communication, kits de communication, flyers, posters à distribuer. On a également travaillé ensemble sur le fait de pouvoir permettre aux personnes qui ont des difficultés avec le numérique de répondre sur questionnaire papier. Donc, on a envoyé des questionnaires papier au siège des associations pour qu'elles puissent les distribuer. Voilà, avec vraiment ces associations qui sont membres du groupe de travail qui ont fait l'énorme travail de diffusion pour essayer de toucher un maximum de personnes, avoir le maximum de répondants. Il y a eu également l'Éco-Révi qui ont joué le jeu, à qui on a contacté, les 2 sociétés savantes qui ont répondu présentes aussi. Et voilà, donc on a eu une diffusion du questionnaire entre septembre 2023 toute fin septembre 2023 et début janvier 2024. Donc il y a quand même eu presque un an entre la première réunion du groupe de travail et la diffusion. Et là, on est en plein dans la phase d'analyse où on va pouvoir voilà, présenter une première version des résultats le 9 avril à la mairie du 10e à Paris pour pouvoir raconter un petit peu tout ce qu'on a fait, donner les plus grands chiffres et vraiment que il y a un partage des résultats parce que c'est vraiment ça l'objectif, c'est de produire de la connaissance commune utile à tous. Et aujourd'hui, on a eu 425 répondants PVVIH de plus de 50 ans qui sont analysables dans l'étude avec des données de très bonne qualité. Et il y a très peu de données manquantes, alors qu'on a quand même un questionnaire qui fait 210 questions. Voilà. Oui, Donc, ça, c'est une des questions que je voulais te poser, parce que je me rappelle les questionnaires, il fallait, je crois, entre une demi-heure et 45 minutes pour y répondre. Pas celui-là pour les professionnels de santé, mais celui-là pour les personnes qui vivent avec les VIH. Et le nombre de personnes qui ont répondu, c'était suffisant pour avoir des résultats? Oui, tout à fait. En fait, on visait 500, on en a eu 425, mais les données sont de très bonne qualité. Aujourd'hui, on a les statisticiens qui nous disent qu'on a une marge d'erreur complètement acceptable entre 2,9 et 5 points de pourcentage, ce qui est assez classique pour des études. Donc, on est bon en point de vue méthodologie. On a vraiment, et on veut remercier toutes les personnes qui ont répondu, qui ont pris le temps de répondre. Parce que là, c'était un questionnaire exhaustif. C'est pas tous les jours que 14 associations s'associent pour réaliser des projets comme ça. Et donc, voilà, on s'est pas restreint. Tous les thèmes importants ont été abordés. Et donc, on sait que ça a pris du temps pour répondre, y compris et en particulier les associations qui ont accompagné les gens, et je crois que les petits bonheurs, vous avez bien vécu ça, qui ont accompagné les gens pour répondre, ou parfois ces 30 à 40 minutes quand on est seul face au questionnaire en ligne deviennent 1 heure, 1 heure et demie, parce qu'en fait les gens, on en profite pour discuter, pour échanger, et une question en amène d'autres avec les personnes qu'on accompagne pour répondre. Tout à fait. Merci Manon. Tu as déjà anticipé la date du 9 avril, que c'est la date de restitution du coup de ces résultats et encore des discussions parce que ça finit pas là, j'imagine. Voilà, c'est pas à la fin. À nos auditeurs, je dis de rester à l'antenne parce qu'on va redonner ces rendez-vous parce qu'on pourra y participer aussi à distance. Et ça, c'est très important. Encore une question par rapport aux répondants. Ces 425, c'est aussi les professionnels de santé? Alors non, il y a eu 89 professionnels qui ont joué le jeu, qui ont répondu au questionnaire. Donc c'était tout professionnel. C'était pas que professionnels de santé. C'était aussi patients experts, c'était bénévoles des associations, etc. Donc c'est un chiffre qui est ce qu'il est. Aujourd'hui, on va plutôt utiliser les résultats de ce questionnaire pour donner cette vision-là, côté professionnel, voilà, avoir cette partie voix des professionnels et surtout mettre en miroir
certaines des questions professionnelles et PVVIH qui nous intéressent. Pour voilà, comparer un petit peu les deux, mais on est content. C'était un questionnaire d'une dizaine de minutes. C'est pas voilà, c'est 89 professionnels qui ont quand même rempli et donné leurs avis. Et il y a quand même pas mal aussi de verbatim qui vont nous être utiles. Oui, merci. Est-ce que maintenant on peut avoir un avant-goût de ces résultats qui vont être bien déroulés le 9 avril? Je ne sais pas si Julia ou Thibaut, qui des deux veut prendre la parole pour déjà nous parler des résultats qui vous ont plus touché par rapport à votre travail et votre engagement. J'y vais, tu veux? Allez, j'y vais. Non, mais en fait, pour dire, peut-être juste pour compléter aussi ce que disait Manon, c'est vrai qu'on est sur une étude du coup des plus de 50 ans, c'est à peu près 50%, donc effectivement des personnes qui vivent avec le VIH aujourd'hui en France. Nos petits bonheurs, c'est 80% des personnes à peu près, voilà, parce que c'est vrai que quand on parle de, comme je l'ai dit, de grande vulnérabilité, etc., on se rend bien compte quand même qu'avec le vieillissement, les vulnérabilités, qu'elles soient physiques, psychiques, administratives, en fait, tout se complexifie, en fait. Et je pense que c'était aussi ça qu'on voulait un peu observer, c'était comment est-ce que ça se complexifiait, justement. Manon disait, il y a une statistique dans le questionnaire, c'est comment les personnes ont été accompagnées pour ce questionnaire, c'est à peu près 15%, c'est ça, 15 ou 16%. C'est ça. Voilà. C'est vrai que nous, voilà, alors il y a à la fois, pour nous c'était important d'accompagner les personnes dans ce questionnaire parce qu'effectivement ça a provoqué des conditions de dialogue et d'échange autres, qu'on avait quand même un peu cette inquiétude, c'est vrai que de parler de soi, en tout cas de plonger dans ce genre de questions pendant 1 heure, où en fait on répond que potentiellement on répond que la santé ça va pas trop, que le moral ça va pas trop, que la vie sociale ça va pas trop. On s'est dit ça fait peut-être un peu beaucoup pour quelqu'un derrière son ordinateur tout seul, et ça nous paraissait important que notre présence, en tout cas, voilà, d'assurer une présence à ce moment-là. Et puis je fais juste une petite parenthèse, c'est important pour nous au Petit Bonheur. Nous on accompagne beaucoup de personnes qui sont aussi hospitalisées. Aussi dans des services et dans des structures médico-sociales voilà, spécialisées du fait de séquelles physiques et psychologiques qui sont parfois irrémédiables. Voilà, donc des maisons d'aide spécialisées, des personnes qui ont été aussi cognitivement très atteintes voilà, dans leur parcours de soins liés au VIH. Voilà, donc c'est toutes aussi ces personnes malheureusement qui ne peuvent pas être prises en compte dans cette étude, qui vieillissent aussi, et sur lesquelles nous du coup on garde aussi une vigilance. Non, je sais pas, peut-être moi je peux dire une première statistique, je pense que c'était important. Il y avait toute une question sur voilà, si face à une épreuve de la vie, par exemple une hospitalisation, voilà, est-ce que vous avez quelqu'un qui peut vous accompagner, vous emmener à l'hôpital, venir vous rechercher en sortie d'opération, etc., etc. Je pense qu'il y a 10% des personnes qui ont répondu, donc ça fait environ entre 40 et 45 personnes qui ont répondu, qui ont dit qu'effectivement elles n'avaient absolument personne en fait pour les aider en fait dans cette épreuve-là. Et voilà, pour nous, c'est quelque chose de marquant. Nous, effectivement, c'est une statistique qui est un petit peu différente au Petit Bonheur parce que justement, c'est ce qu'on peut faire aussi. En fait, voilà, une visite en chambre, un suivi. Alors, je vais dire un suivi d'hospitalisation, c'est un peu prétentieux. On n'est pas professionnel de santé, mais en tout cas, d'assurer la présence, de savoir comment ça se passe avec les professionnels de santé du service. Si besoin effectivement d'accompagner le retour à domicile, s'il le faut de remplir un frigo en fait aussi parce que voilà, pour des personnes qui sont en situation aussi très difficile, on a grâce à SIDAction une petite enveloppe voilà, qui nous permet de débloquer un petit fonds d'urgence pour ce genre de situation. Voilà, donc moi c'est une première statistique qui me paraissait importante, qui caractérise beaucoup l'isolement des personnes qui vivent avec le VIH et la manière dont ça les impacte socialement et comment ça peut impacter aussi leur parcours de soins. Voilà, parce que du coup, on a même parfois des gens qui vont avoir peur d'aller à l'hôpital parce qu'elles ne savent pas comment faire et donc ils vont limite être en refus de soins. J'avais un rendez-vous médical, non, je ne vais pas y aller. Ou j'ai une opération, on m'a dit que j'ai une opération à faire, mais je ne vais pas le faire parce que ça va être trop compliqué d'aller à l'hôpital, le retour à la maison, je ne sais pas, j'ai un chat, enfin voilà, c'est ce genre de choses qui paraissent toutes bêtes pour nous, mais voilà, qui peuvent prendre des proportions énormes. Julia. Je partage les constats vraiment de Thibaut par rapport à ce qui ressort de cette étude. J'ai noté quand même qu'il y a 2 choses sur les comorbidités. On sent que voilà, il y a à la fois les comorbidités et à la fois le côté isolement. On parlait Thibaut, vie sociale, vie affective et vie sexuelle qui ressort comme un besoin pour les personnes et qui voilà, il y a
sur les comorbidités, c'est à peu près 70% des répondants qui déclarent avoir, en dehors du VIH, au moins une autre pathologie. Donc voilà, on voit que la multiplicité des pathologies impacte la qualité de vie, impacte la coordination des soins. Et à côté de ça, sur la vie sociale, c'est plus d'un quart qui estiment que leur vie sociale n'est pas ou peu épanouissante. Et presque 33% qui estiment qu'elle est moyennement épanouie, donc environ la moitié qui estiment que leur vie sociale n'est pas peu ou moyennement épanouissante. Et pour l'isolement, c'est la moitié des personnes qui souffrent d'isolement n'en parleraient à aucun professionnel. Donc là, on voit aussi le rôle des associations comme les Petits Bonheurs qui sont essentiels pour ouvrir la parole et permettre aux gens de s'exprimer sur cet isolement. Et sur la vie affective et sexuelle, c'est des chiffres aussi marquants puisque la moitié des répondants considèrent qu'ils n'ont pas une vie affective et sexuelle épanouissante, pas ou peu, et que pour la moitié des répondants, leur vie affective et sexuelle ne leur convient pas. Donc je pense que l'objectif de cette étude, c'était d'identifier aussi des besoins pour qu'on puisse orienter nos activités et orienter aussi les recommandations qu'on fait pour améliorer cette prise en charge et cette qualité de vie. Donc je pense qu'il y a en tout cas des premières choses qu'on voit. Il y a l'axe notamment sur les comorbidités, la coordination des soins et aussi bien sûr sur l'isolement, la santé mentale, la vie sociale, sexuelle et affective. Oui. Sûrement, l'isolement, mais je me rappelle aussi les autres fois, on a parlé de cette questionnaire, de cette enquête, c'était un des centres, même l'enquête faite par les Actapiennes, c'est ça qu'ils mettaient vraiment en avant. Et par rapport à la relation avec l'infectiologue et aussi la prise en charge des soins, qu'est-ce qu'il est ressorti? Alors, vas-y, tu veux. Non, mais c'est vrai qu'on a quand même des personnes qui sont inquiètes du départ à la retraite de leur infectiologue. Ah, bien sûr, parce que faisons pour les personnes qui ne sont pas habituées à entendre parler de ça, parce qu'il y a des infectiologues qui, disons, ils ont grandi avec leurs patients. Ils avaient peut-être même le même âge à l'époque. Maintenant, ils vieillissent. Ils vont aller à la retraite. Qu'est-ce qui se passe pour ces personnes? C'est souvent 10, 20, 30 ans de suivi, donc un rapport assez privilégié. Et on a quand même 53% des répondants qui sont anxieux du départ de leur infectiologue à la retraite. Donc voilà, on a une vraie inquiétude là-dessus. Et on a posé une question un petit peu sensible sur le fait que est-ce que vous estimez que votre médecin traitant pourrait assurer le suivi le VIH en ville, et on a quand même une grosse majorité qui sont soit pas convaincus, soit sans avis. 47% pas convaincus, 25% sans avis. Donc ça illustre quand même bien la relation infectiologue PV-VIH qui est vraiment spécifique. Et d'ailleurs, beaucoup de répondants vont aussi considérer que c'est le médecin infectiologue qui est limite le médecin traitant. Nous, on voit beaucoup. Nous, on a encore des personnes beaucoup qui, dès qu'elles sont enrhumées ou qu'elles ont un coup de fatigue, vont systématiquement plutôt appeler le médecin infectiologue, ce qui, je pense, renforce ce sentiment d'anxiété de dire mais comment je vais faire si j'ai plus ce référent en fait. Et par rapport du coup au déroulement de la vie quotidienne, une chose qui peut affecter une personne vieillissante avec les VIH, c'est peut-être le sommeil. Nous, on a dédié plusieurs émissions au sommeil parce qu'il y a effectivement des liens entre une pathologie du VIH et le sommeil. Et de ce questionnaire, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de manque de sommeil? Alors oui, on avait les chiffres. Donc on a 43% qui ont des difficultés de sommeil plus de 3 fois par semaine. Donc c'est quand même assez conséquent. Et sur ces 43%, il y a une grande majorité, 75%, qui estiment que ça affecte quand même leur qualité de vie. Et pour les raisons, c'est pas hyper clair. On a 14% qui estiment que c'est dû au traitement et une grande majorité, 53%, qui ne savent pas en fait d'où ça vient, ces troubles de sommeil qui ont cet impact important sur leur qualité de vie. Et ils ont raison parce que même les scientifiques ne savent pas vraiment d'où ça vient. Et il doit y avoir dans votre questionnaire sûrement un volet très important sur des choses très concrètes. Logement, retraite, qu'est-ce qui se passe pour ces personnes?
Alors, le logement, si je vous dis en quelques chiffres, donc on a des personnes qui sont on a quand même 46% des répondants qui sont propriétaires. On a des personnes plus âgées dans le questionnaire qui ont pu accéder à la propriété pour certains, mais bon, pour la majorité composée de locataires, et pour cette majorité composée de locataires, ils sont quand même une grosse moitié à être dans un logement social. Moi, ce que je me pose comme question, c'est que je me demande si on a posé la bonne question. Je me permets, on peut prendre un petit regard critique. C'est quand j'ai fait quelques entretiens, d'ailleurs, avec le comité des familles, avec des personnes. Mais en fait, c'est pas tellement le fait d'avoir un logement qui posait problème. Ils avaient plutôt un logement. C'était plutôt la taille du logement. Moi, je me souviens d'une dame qui me disait... Moi, ma préoccupation majeure tous les jours du moment, c'est comment je fais pour, dans mon logement microscopique, mon rêve, ce serait d'avoir un canapé ou boire un café. Parce qu'il y a juste la place pour le lit. Et donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas posé comme question, qui pourrait mériter presque une étude à part entière, logement et PVVIH. Mais voilà, ça pose quand même pas mal de questions, ces personnes qui sont dans un logement social, surtout qu'on a posé la question justement des revenus et de la simulation de la retraite, avec des gens qui sont grosse majorité, qui est quand même en dessous des 1 000 euros de retraite par mois prévisionnelle. Et si on a des personnes qui sont locataires, s'il y a une augmentation de loyer, ça peut être problématique pour leur futur. Est-ce que l'idée de l'EHPAD, d'aller dans des structures, c'est quelque chose qui effraie plutôt les personnes ou... Il y a une question à ce sujet, effectivement. Manon parlait effectivement de l'anxiété quant à l'avenir, et c'est vrai que 50% de personnes qui sont anxieuses vis-à-vis de leur parcours de soins, ça inclut effectivement cette dimension de, à un moment donné, de devoir se retrouver dans des structures comme un EHPAD, en fait. Bon, alors en plus, la situation n'est pas très... L'actualité n'est pas très favorable, malheureusement, sur la perception des EHPAD, mais il y a plusieurs questions qui se posent. Il y a la question de la stigmatisation, parce qu'en fait, se retrouver dans une nouvelle structure comme ça, avec des nouveaux professionnels de santé, c'est de nouveau... devoir parler du VIH, de sa séropositivité avec des gens qu'on ne connaît pas, avec qui on ne se sent pas forcément en confiance. Malheureusement, on le sait, nous, on a l'habitude de travailler avec des EHPAD. Il y a pas mal de professionnels de santé, des aides-soignantes, des infirmières dans les EHPAD qui sont aussi sur du refus de soins pour des personnes vivant avec le VIH. Ça reste un vrai souci. Je pense que les personnes sont inquiètes aussi sur les situations de maltraitance, de maltraitance médicale. Ça, c'est quelque chose qui était ressorti aussi. Et puis, en fait, de manière générale, sur la mauvaise prise en charge du coup de la question du VIH. Voilà. Donc oui, ça reste, en tout cas, ça ressort, il me semble, assez bien dans l'étude aussi, cette mauvaise perception en fait de la vie en EHPAD. Donc, point d'interrogation. C'est vrai que nous, en tant qu'association, on travaille aussi avec des associations qui essayent de réinventer un petit peu ce que pourrait être l'habitat, pour les personnes qui vivent avec le VIH. Moi, je pense aux audacieuses, qui pensent des maisons de la diversité. C'est plus une entrée LGBT, mais qui veulent inclure aussi cette dimension inclusive du VIH. Je trouve que en tout cas, c'est des questions qui se posent, c'est sûr. Je vais revenir sur la question dont on allait un peu vite tout à l'heure, que c'est central, la question de la vie affective et sexuelle. Il y a, j'imagine, plusieurs questions par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il est ressorti? Est-ce que la sexualité fait partie de la vie des personnes qui ont plus de 50 ans? De quelle manière? Avec quel doute? Peut-être, je peux juste... En fait, ce qu'on a quand même... Ce que je disais tout à l'heure, c'est que plus de la moitié des répondants considèrent qu'ils ont une vie affective et sexuelle pas ou peu épanouissante, et surtout que ça leur convient pas. En fait, c'est ça, surtout, c'est le ressenti des personnes qui est important dans la vie sexuelle et affective. Et il y a plusieurs choses qui ressortent parmi ces explications. On retrouve bien sûr le poids du secret qui est important. Certaines réponses étaient aussi sur la peur de la transmission, malgré I égale I. Quand on est indétectable, c'est intransmissible. Il y a quand même encore des choses qui sont ancrées. Stigmatisation, discrimination aussi, la peur du rejet dans la relation affective et sexuelle avec l'autre. Peut-être Manon, si tu as des chiffres plus précis sur ça. Je tenais. Oui, c'est vrai qu'on on leur a posé la question de pourquoi est-ce que cette vie sexuelle et affective ne vous convient pas. Et on a quand même 45% des personnes qui disent j'aimerais trouver un ou une partenaire, mais en fait je n'en trouve pas. Ce qui rejoint aussi la question de l'isolement tout à l'heure. Il y a 36% des personnes qui disent j'ai des problèmes de fonctionnement dans ma sexualité.
31% j'ai des difficultés pour échanger, rencontrer de nouvelles personnes. Et comme disait Julia, voilà, on a quand même 17% je ne veux pas m'exposer à la sérophobie. Donc, Oui. Tout à fait. Et Manon, tu as dit tout à l'heure que tu as aussi des transcriptions des phrases que les patients, que les personnes ils ont pu écrire sous les questionnaires. Est-ce qu'il y a certains qui t'ont touché plus d'autres? Oui, alors c'est vrai qu'on avait laissé un commentaire ouvert après chaque grande catégorie du questionnaire et on a eu un nombre de verbatim important. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont vraiment pris le temps d'écrire et dans chaque partie, et y compris le questionnaire final, alors que souvent le questionnaire final, je vous avoue qu'à la fin, on a rarement des gens qui, après avoir passé 40 minutes, prennent le temps d'écrire quelques lignes et là, vraiment, il y a eu du monde. Là, alors sur vie sexuelle et affective, je vous avoue que je les ai pas sous les yeux, mais ce que j'avais noté, c'est qu'on avait évidemment une diversité d'expériences qui est toujours difficile à refléter voilà, dans une étude directement. Mais par exemple, sur la question on leur posait une question sur leur quotidien, sur comment, enfin voilà, verbatim sur leur quotidien. Et on a une personne qui écrit « J'ai beaucoup de chance, j'ai pu avoir une vie quasi normale jusqu'à présent ». Le jusqu'à présent quand même, voilà. Alors qu'à côté de ça, une autre personne qui a répondu au questionnaire exprime une très grande fatigabilité, sentiment d'avoir 20 ans de plus que mon âge lorsque je me lève le matin. Après 30 ans à Paris, je découvre ce qu'est un désert médical, doublé de la difficulté de rencontrer des médecins connaissant le VIH. Voilà, donc on a ce type de verbatim qui, voilà, avec des situations parfois complètement opposés, très liés évidemment au lieu de vie, au parcours aussi. Est-ce qu'on a été, voilà, est-ce qu'on a eu contracté le VIH plus tard et donc on a quand même des répondants. On avait constitué 3 classes d'âge et on a une surreprésentation de la classe 60 à 69 ans. Et ensuite, on a des personnes qui ont plus de 70 ans. Voilà, on a établi ces classes d'âge-là. Et en fait, on se rend compte que les plus de 70 ans, finalement, ont le même âge à peu près où ils ont contracté le VIH. Et du coup, les plus de 70 ans dans notre étude ont eu une vie adulte sans VIH. Ce qui est voilà, ils sont aussi un petit peu plus riches, ils sont un petit peu, voilà, ils ont un peu plus ils ont accès un peu plus à la propriété, ils sont d'ailleurs, c'est ce que nous disaient les statisticiens, ils sont plus optimistes sur pas mal d'aspects. Voilà, donc en tout cas ceux qu'on a touchés avec notre étude, parce qu'évidemment, voilà, on a des répondants spécifiques, ont cette différence en fait en termes de classe d'âge. Oui. Enfin, moi, je trouve pas ça étonnant. Enfin, on regarde, c'est vrai que nous, des personnes qu'on accompagne, effectivement, qui sont beaucoup dans la tranche 55-65 ans, en fait, dont on se rend compte, effectivement, que, voilà, qui ont été... voilà, qui vivent avec le VIH depuis les années 80, début des années 90, donc qui ont été vraiment un peu... fauchés dans leur jeunesse aussi, voilà, par l'épidémie, par les années noires, par voilà, le fait de perdre beaucoup de gens, d'avoir voilà, d'avoir beaucoup d'incertitudes en fait sur l'avenir, de se dire voilà, on me dit je vais mourir dans un mois, on me dit je vais mourir dans 2 mois, puis dans 6, puis dans 1 an, comment prévoir quoi que ce soit, en fait, très compliqué. Donc c'est vrai que c'est des personnes qui ont eu aussi derrière des carrières, enfin des parcours professionnels assez hachés, voilà, fait d'incertitudes, fait aussi de problèmes de santé, hein, parce que j'ai l'impression, c'est vrai, je trouve que c'est toujours important de le répéter depuis l'arrivée des traitements. On peut se dire c'est facile, il suffit de prendre alors à l'époque maintenant un cachet par jour, mais en fait c'est pas si simple en fait. Enfin, je pense que on peut interroger, que ce soit sur le VIH. Alors, je trouve que c'est plus parlant sur le VIH, mais il y a d'autres pathologies chroniques. Je pense que c'est pas évident de prendre un cachet par jour en fait, quand il y a plein d'autres facteurs qui viennent de se jouer en fait dans la vie quotidienne. Et voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui ces personnes en sont rendues à voilà, peut-être 30-35 ans de vie avec le VIH, avec tout ce que ça tout ce qu'il y a eu en fait, enfin là, tout ce qui s'est passé dans ce parcours de vie si complexe et en dents de scie. Et c'est vrai que moi je trouve que c'est assez révélateur, voilà, de se dire qu'il y a encore autant de personnes qui sont anxieuses quant à l'avenir, alors qu'il reste peut-être 30 ou 40 ans de vie. Voilà, ça reste inquiétant. Mais c'est vrai que ça m'étonne moins effectivement de dire que des personnes qui sont plus âgées, qui peut-être ont été contaminées
peut-être dans la quarantaine, etc., avec un recul sur une vie plus jeune déjà, voilà, peut-être un peu plus de maturité. Je sais pas, voilà, ça m'étonne pas du tout. Ouais. Et pour rester un peu est-ce qu'il y a des résultats, tout catégories confondues, qui vous ont plutôt surpris? Vous attendez pas tellement à ça, ou d'autres plutôt qu'ils ont confirmé une idée que vous aviez? Moi, il m'en reste. Moi, j'ai Vas-y. encore un petit. Non, mais j'ai une petite donnée qui à la fois m'étonne pas et en même temps, je me dis, oh là là, il faudrait si on se faisait un focus sur les petits bonheurs, je pense que ce serait vraiment pire. Non, il y avait une question, moi, que je trouve assez qui est importante, c'est sur la tristesse, en fait. On a demandé aux gens, voilà, à quelle fréquence ils étaient tristes, et je trouve que, en tout cas, ils ressentaient, voilà, un sentiment de tristesse. Il y a 55% des gens qui disent qu'ils sont tristes parfois, et il y a 10% des personnes qui disaient qu'elles étaient tristes tous les jours. Et voilà, moi, je suis particulièrement sensible, je trouve, à ces 10%. Voilà, c'est plutôt les gens qu'on retrouve au petit bonheur, voilà, dont on sait que le soutien quotidien, il est important, de sentir une présence. Nous, c'est vrai qu'on avait fait une petite étude au petit bonheur en interne il y a 2 ans, et il y a, je pense, 95% des gens qu'on avait interrogés qui nous avaient dit que, en gros, dès qu'il se passait quelque chose d'important dans leur vie, la première personne qu'ils appelaient, en fait, c'était les petits bonheurs. Voilà, c'était ça. Et je trouve que, en tout cas, ça paraît rien, en fait, de dire, quand on fait une étude statistique, plus de 400 personnes, etc., 10%, ça ne représente pas grand-chose. Mais je trouve justement que ces 10 personnes-là, triste tous les jours, ça veut dire que potentiellement c'est un isolement qui est très important, et donc c'est aussi une vulnérabilité vis-à-vis du parcours de soins et du suivi, en fait, qui va être complexifié. C'est potentiellement des personnes, voilà, que les professionnels de santé à un moment donné vont dire perdues de vue, etc., parce que c'est des gens qui peuvent lâcher à tout moment. Et voilà, je suis particulièrement sensible, en tout cas, à cette statistique et cette attention qu'on doit avoir pour ces personnes qui disent être tristes tous les jours. Oui, c'est énorme, je trouve. Même une seule personne. Hein. Ouais, c'est ça. Et avec l'indice de confiance, c'est entre 5 et 15% de la population générale. Donc, Oui. Et Manon, tout à l'heure, tu disais, oui, peut-être cette question, on aurait pu la poser différemment. Mais tu as aussi dit qu'il manque pas beaucoup de données. Oui. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de données, et il y a eu du temps pour construire ce questionnaire. Du coup, il y a sûrement beaucoup de choses qui ont été touchées. Mais est-ce qu'il y a quelque chose avec les reculs que vous trouvez, soit qui manque, soit qu'il aurait fallu pousser plus d'un sens ou de l'autre? Ou peut-être pas. Hein. Je ne sais pas si on a suffisamment le recul, si tu veux. Pour être tout à fait honnête, là, aujourd'hui, on vous présente les résultats vraiment en avant-première, en espérant que vous serez nombreux à venir le 9 avril. Mais en fait, on a eu les rapports finaux il y a max 10 jours. Et encore, ce n'était pas les finaux, c'était encore ceux sur lesquels on devait travailler. Donc, on a eu plusieurs réunions là, avec le groupe de travail, des très longues réunions pour découvrir les résultats, reprendre diapositive par diapositive les chiffres. Donc, il y a encore pas mal de travail, je pense, à faire. On va devoir aussi faire des analyses par classe d'âge, des analyses selon des types de publics. Et c'est peut-être là qu'on se fera surprendre, en fait, par certains points. Mais je pense qu'il y a encore un peu de travail. Non, puis on se prend beaucoup d'informations, en fait. C'est énorme, en fait. Quand même, faut se rendre compte. C'est vrai que c'est... je ne sais plus combien de questions. C'est vrai que c'est énorme. Non, j'ai l'impression qu'effectivement, on n'a pas encore le recul nécessaire pour se dire, là, il y a déjà plein de choses super intéressantes. Là, on partage avec toi, Christina, quelques chiffres, mais en vrai, il y en a beaucoup plus. Mais c'est déjà des choses qui nous marquent et je trouve qu'ils ont un impact. Moi, je vois au Petit Bonheur des choses qu'on partage déjà en équipe. On se dit, ça va être intéressant, on va vouloir en savoir plus. Mais je pense que par contre, après le séminaire et sur tout ce qu'il y aura à faire, là, on va se dire et ça. Je pense que ça va donner beaucoup d'idées. Et une fois de plus, on est 13 associations aussi autour de la table pour se réapproprier ces résultats-là. Donc, je pense qu'au contraire, il va falloir nous contenir. Hein, ça va pas être facile. Et même le jour du séminaire du 9, c'est une journée, je pense, qui va être très riche. Bon, déjà, est-ce qu'on peut bien redonner pour les personnes qui vivent à Paris? C'est dans la mairie du 10e arrondissement. Tout à fait. Le 9 avril, l'après-midi. 14h-18h. Normalement, vous pouvez le retrouver sur le site des associations. Je pense que toutes les associations ont communiqué dessus. Sur le site sur les réseaux sociaux. Moi Patient, sinon, vous allez voir, vous trouverez le lien d'inscription.
Et donc ça, c'est vraiment à 14h, on vous attend. Il y aura une petite pause café à 16h30. Voilà, on a toute une première partie du programme qui est dédiée à l'étude. Les 3/4 du programme de l'après-midi sont dédiés à l'étude avec toutes les associations qui interviendront pour présenter les résultats. Donc ça risque de faire un concert à beaucoup de voix, mais justement, c'est ça qui va apporter la richesse. Et après, on a une table ronde avec Christian Saoud de la HAS, Christophe Martet de Paris Sans Sida, Amandine Cassino, qui est assistante sociale au CHU de Nice, le docteur Valentin, qui est infectiologue à la Pitié, et peut-être, normalement, on attend encore la réponse d'un institutionnel qui devrait rejoindre cette table ronde, qui, en fait, vont découvrir les résultats, entre guillemets, parce qu'on va quand même un petit peu leur envoyer 2-3 jours avant, mais voilà, et qui vont pouvoir un peu reprendre ce qui, eux, et peut-être que eux auront ce côté, Christina, que tu poses comme question, de qu'est-ce qui vous a le plus surpris. Parce que c'est vrai que nous, on est dedans, voilà, pardonnez-moi l'expression, mais la tête dans le guidon. Donc, ça va nous faire du bien d'avoir ces personnes-là lors de la table ronde qui vont pouvoir un peu voilà, découvrir et nous raconter ça de leur point de vue. Oui, et je disais, ce jour-là, ça va être un jour, j'imagine, vraiment des richesses où toutes ces associations assises à la même table, ils apporteront chacun à leur côté. Thibaut, il a un peu dit, parce que là, l'importance de tout ça, de ce questionnaire, de ces résultats, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant. Alors, déjà, j'ai une question, Manon. Est-ce que le rôle de Moi Patient c'est terminé là? C'est une très bonne question. Donc, nous, on va encore accompagner les associations, le groupe de travail pour la valorisation des résultats, c'est-à-dire avoir un rapport vraiment prêt, mobilisable. On va essayer aussi d'en tirer une synthèse, une dizaine de slides voilà, à créer avec les associations pour essayer d'avoir un rapport un peu plus condensé. Parce qu'on parle quand même de quelque chose qui fait 70 pages pour le rapport PV-VIH et une trentaine pour le rapport professionnel. Donc voilà, il va falloir synthétiser tout ça. On espère également pouvoir en tirer une tribune, quelque chose, voilà, en faire un point un peu médiatique. Et après, j'ai envie de dire, c'est vrai que les associations disposeront de tous les outils pour c'est pas Moi Patient qui va clairement faire le travail de plaidoyer, ce sont les associations. Donc normalement, voilà, tous les outils seront à disposition, les listings, tout pour faire les croisements par les associations directement, reprendre un peu tout ça. Évidemment, on se rendra toujours disponible, que ce soit Moi Patient ou les statisticiens CMK, voilà. Mais oui, notre rôle s'arrêtera là, clairement. Oui. Et les associations, les petits bonheurs, ils disaient déjà, Thibaut, tu disais, déjà, nous, on commence à se dire, oui, on a ça, qu'est-ce qu'on va faire avec? Les actions aussi, comment s'approprier, en fait, de ces résultats? Moi, je pense que... Mais là, je vais laisser Julia parler, parce que c'est vrai qu'on a, depuis quand même quelques années, on a un groupe de travail... nous, au Petit Bonheur, on fait partie d'un groupe de travail qui est animé par SIDAction, quand même. Donc, voilà, je pense que déjà, ça va être réinjecté là-dedans. Nous, à titre personnel, on est... voilà, on a cette vigilance, on a plutôt cette envie de faire remonter des choses. Je pense que dans le dialogue et la manière dont on travaille... voilà, avec Julia, qui est mon interlocutrice privilégiée à SIDAction, voilà, c'est des choses qu'on peut faire remonter en fait dans des situations, des choses qu'on observe, des choses qui sont un peu récurrentes. Forcément, je pense que les résultats de cette étude vont nous amener à être d'autant plus vigilants sur certains aspects. Voilà, c'est ça. Voilà, qu'on fera toujours remonter. Moi, par exemple, je pense que la dernière fois que je t'ai fait un mail, Julia, c'était non, mais voilà, des choses toutes bêtes. Pour les personnes seniors, il y a un dispositif, enfin pour les personnes qui sont en perte d'autonomie, il y a un dispositif qui s'appelle le PAM, qui permet la mobilisation d'un transport adapté, etc., pour pas mal de personnes. Il y a une réforme de ce dispositif et voilà, nous maintenant, toutes les personnes qu'on accompagne, elles n'ont absolument pas réussi à se réinscrire dans ce dispositif. Donc ça veut dire qu'on a des personnes qui sont isolées chez elles, qui pouvaient bénéficier de ça, qui ne peuvent plus en bénéficier. Enfin, qui en ont le droit, mais qui n'en ont plus les moyens. Donc voilà, ça, c'est partie des choses qui nous interpellent. Et voilà, c'est aussi dans des choses qu'on réinjecte auprès de SIDAction. Je pense que ce que nous a montré quand même cette étude, j'espère que ce sera une bonne leçon, enfin en tout cas pour nous tous et toutes, pour toutes nos structures en tout cas, c'est qu'on peut avancer sur ce genre de questions si on le fait tous ensemble. Enfin voilà. Et je trouve que ce travail-là, il a été assez précieux. Donc, oui, merci beaucoup Thibaut. Vraiment, comme tu le dis, je pense que ce qui est important, c'est cette mutualisation, cet interassociatif, ce travail ensemble. C'est pour ça qu'à SIDAction, donc on anime le groupe Bien Vieillir avec le VIH depuis à peu près 2018. Il y a eu en fait
pratiquement tous les 2 ans, en tout cas 2018, 2022, et on espère, et cette année, il y aura en 2024, je le dis, des journées de mutualisation. En fait, on permet à tous les acteurs, mais que ce soit associations, professionnels de santé, chercheurs, personnes concernées, d'échanger, de présenter, de partager ce qui est fait et de en fait, réfléchir ensemble à ces recommandations. Et c'est là où l'étude est très intéressante, c'est qu'elle nous permet d'alimenter les recommandations, mais aussi de faire émerger des nouveaux besoins sur lesquels on doit faire des recommandations et les porter et voilà, créer ou en tout cas renforcer nos activités. Donc voilà, avec le groupe Bien Vieillir avec le VIH, on a sorti l'année dernière un document de positionnement qui regroupe des recommandations du groupe au pouvoir public pour améliorer le bien-être et la qualité de la prise en charge donc des personnes vieillissant avec le VIH. Et je pense que cette étude va alimenter pour qu'on puisse continuer de défendre et de porter ces recommandations. Bien sûr, SIDAction a aussi un rôle de bailleur et de finance des projets associatifs et de recherche. Et donc voilà, c'est intéressant aussi pour nous de faire remonter ces besoins et de soutenir les associations, de leur permettre de répondre à ces besoins. Donc voilà, on va continuer à animer des réunions du groupe, on va continuer de porter tous ensemble avec le groupe les recommandations, de les défendre. Et on espère aussi faire des journées de mutualisation sur Bien Vieillir avec le VIH cette année. Oui, Thibaut. Oui, non, juste, je me disais quelque chose. C'est vrai que nous, le travail, en fait, il a commencé dès l'instant. On a fait aussi la passation du questionnaire auprès des personnes. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce que ça a pu créer dans les conditions d'échange sur des thématiques. Voilà. Nous, c'est vrai que, par exemple, au Petit Bonheur, alors, on en parle, mais c'est jamais quelque chose qu'on creuse sur les questions de vie affective et sexuelle. Donc, voilà, on a été un peu plus loin avec certaines personnes. C'est vrai que quand ça devient une question, nous, par exemple, on peut envoyer les personnes vers le comité des familles, par exemple, puisqu'il y a des petites soirées à thème, un petit forum de rencontres, etc. Exactement, oui. Voilà, donc ça, c'est des choses que voilà, on peut renvoyer. Non, je me disais, voilà, sur les résultats, ce qui serait super, je ne sais pas si c'est prévu comme ça maintenant, je ne veux pas... voilà. Non, mais par exemple, ce serait génial qu'on puisse avoir un petit 4 pages avec les principaux résultats à destination des personnes, en fait, qui puissent être un support, voilà, pour les personnes que nous, on reçoit, même qu'on reçoit nouvellement à l'association. On a plus de 100 personnes nouvelles orientées chaque année. Et voilà, de dire, voilà, on avait fait cette petite étude, c'est ça les principaux résultats, comment est-ce que vous positionnez, est-ce que ça vous parle, est-ce que ça vous parle pas. Enfin voilà, il faudrait qu'on y réfléchisse. C'est une super idée. Super idée, oui. Parce que c'est vrai que je pense que ce support-là serait... C'est une super idée. En plus, on a souvent des gens qui, quand ils répondent à ces questionnaires, à la fin, ils disent merci parce que je me sens moins seule, en fait. Le fait que vous ayez posé ces questions... Ça veut dire que je ne suis pas tout seul à ressentir ça. Et, donc carrément, on pourrait imaginer... c'est vrai qu'il y a des usages des résultats d'études pour le plaidoyer. Là, par exemple, tu parlais de l'aide pour se déplacer. On a 30% des répondants qui estiment avoir des difficultés à se déplacer. Enfin, voilà, donc ça, c'est des choses qu'on peut réutiliser pour les institutionnels. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que pour les personnes elles-mêmes, en sachant qu'il y a un des grands enjeux de l'étude, c'est aussi que tous les résultats vont être envoyés aux répondants. On va remercier tous les répondants en leur envoyant les résultats dès qu'on aura le rapport bouclé après le 9. Voilà, on corrige les dernières coquilles, attendez-nous et on vous envoie ça. Et en fait, on ne peut pas envoyer 100 pages, c'est pas possible. Donc il faut qu'on trouve une façon de rendre ça prenable pour les personnes, donc carrément. Effectivement, une réélaboration des résultats plus que des chiffres qui sont moins parlantes. Ça serait intéressant. Je reprends l'idée, c'est une super idée, Thibaut, effectivement. Non, mais en plus, je me dis, de cela, parce que c'est vrai que ça pose des constats, et le fait de réinjecter derrière avec SIDAction, où effectivement, il y a quand même beaucoup d'associations aussi qui sont mobilisées sur toute la France aussi, c'est ça qui est intéressant. C'est le groupe de travail de SIDAction n'est pas du tout parisiano-centré, et c'est ça qui est plutôt chouette. Mais c'est vrai que de dire, voilà, sur un résultat, en disant, il y avait 13% des personnes qui avaient dit, non, moi, je fais ni des sorties, je pars pas en vacances, je fais pas du sport, etc. De dire, il y a des solutions, en fait, puis il y a des associations qui proposent des choses. Donc, en fait, c'est aussi de se dire, voilà, comment est-ce qu'on peut se positionner par rapport à déjà des choses qui existent, peut-être méconnues. Voilà. Tout à fait. Surtout qu'ils ne connaissent pas les dispositifs. Hein. On a vu qu'il y a une grande majorité des personnes qui ne connaissaient pas les dispositifs associatifs, municipaux. Ça aussi, c'est intéressant comme donnée. Mais je me posais cette question, Manon, du coup. Est-ce que tu veux dire que maintenant, on ne pourra plus t'inviter à vivre avec les VIH ? Moi, je viens toujours. Dès que tu m'invites, je viens, donc avec plaisir. Nous, on travaille en ce moment sur une étude complètement, pas sur le sujet de vieillir, une étude qualitative sur la question de la PrEP avec un sociologue qui s'appelle Guillaume Roucou. Donc, tu me réinvites là-dessus avec plaisir. Tu restes parmi nous, c'est bon. Voilà, je suis contente. Je vous remercie beaucoup. Je pense qu'on a pu quand même dire
pas mal dans cette petite 50 minutes qu'on a eu à notre disposition. Encore une dernière fois, les rendez-vous pour les Parisiens à la mairie du 10e à 14h, Oui. le 9 avril. Il y a un lien de visio, en effet, excuse-moi, je ne l'ai pas dit. Donc, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas à Paris, que vous ne pouvez pas être là le 14, allez quand même trouver le lien de l'événement, inscrivez-vous et vous recevrez un lien de visio si vous nous faites signe pour nous dire que vous ne serez pas à Paris. Voilà, on a prévu ça, captation vidéo en live. Vous pourrez poser vos questions également avec Parfait. Merci beaucoup. Merci Manon, merci Julia, merci Thibaut. À la prochaine fois avec les résultats élaborés, avec, je ne sais pas, en futur. Merci beaucoup. Vous restez à l'écoute de Vivre avec les VIH. On va faire une petite pause musicale.
Et voilà, après une pause musicale, vous êtes toujours à l'écoute des Vivre avec les VIH, c'est le moment des annonces du cœur. Voilà quelques petites annonces apparues sur notre site. Bonjour à tous, j'ai 35 ans avec un enfant de 13 ans. Je suis à la recherche d'une relation sérieuse aboutissant au mariage. Je vous remercie. Femme cinquantaine du Sud à la recherche d'un compagnon français, préférence caucasienne ou méditerranéenne. Moi, c'est Favor, femme très attentionnée. J'ai 43 ans, 1m70, je vis au Cameroun. Je recherche un homme d'ici ou d'ailleurs pour l'amitié, voire plus ses affinités pour briser la solitude. Au plaisir de te lire. Je suis un jeune homme noir, malien, hétéro de 31 ans, vivant à Gagny, indétectable, bossant dans la restauration, 1m68 pour 73 kg. Plutôt mignon, il paraît. Je cherche également une partie de ma vie à me faire des amis. Bonjour, je suis un homme gay, antillais, qui habite au Maroc. 30 ans, je cherche des amis, filles ou garçons. Et c'est tout pour les annonces du cœur d'aujourd'hui, mais rendez-vous sur les sites où vous pouvez trouver plein d'annonces. Je vous rappelle qu'il y en a toujours trop, mais je ne peux pas vous les lire tous à l'antenne. Pour écrire une petite annonce, il faut juste s'inscrire avec une adresse mail valable sur le site comitédesfamilles.net à l'anglais annonce. Votre première annonce, ça sera validé par nos soins. Ensuite, vous pourrez échanger en toute liberté. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Je n'ai pas eu le temps de vous lire notre revue de presse, quelques petites infos. Je vous les mettrai sur notre site comitédesfamilles.net. Je vous souhaite une très belle semaine et à la semaine prochaine. À bientôt.